Merci à tous les trois. Est-ce que vous aimeriez réagir à ce qu'a dit l'un ou l'autre, ou est-ce que le public pourrait vous interroger? Est-ce que tu as envie de réagir, Ambroise? On a beaucoup parlé de ton art après que tu aies parlé. Ça, c'est pas grave. Non, mais par contre, il y a des questions précises qui ont été posées, à quoi je vais répondre, avant qu'elles ne soient renvoyées peut-être même par la salle. Par exemple, Laurent Danchin dit le dépôt de la marque Récupart. Oui. Voilà. C'est vrai que l'art brut n'a pas été déposé, bien que ce soit une orthodoxie, au sens où il s'agit uniquement de la définition du fou, de l'enfant et du primitif. Récupart est beaucoup plus large que ça, puisque peu importe. Bon, mais pourquoi ça a été déposé? Pourquoi ça a été déposé? Parce que le Récupart, qui est né dans la mouvance situationniste de l'effervescence de 1968 à Strasbourg, a proclamé la capacité de tout intellectuel d'être lui-même manuel accessible à la matière par l'intelligence et par l'esprit, et a fait proposition dans les débats du palais universitaire d'une pratique offerte aux masses populaires. Aux masses populaires. On s'est retrouvés 5. C'est bien. On s'est retrouvés 5 et on a pratiqué un art populaire, collectif, anonyme et gratuit. Ça voulait dire anonyme parce que rien ne pouvait être signé. Collectif, ça ne voulait pas dire qu'on faisait des œuvres collectives, mais qu'on travaillait dans un climat d'émulation des uns par rapport aux autres et dans une sorte d'ambiance. Tout ça a beaucoup changé, je parle de 68. Et d'une certaine ambiance collective et gratuite parce qu'on ne voulait avoir aucun rapport avec le système marchand de l'art. C'est pas que ça nous coûtait rien d'acheter de la colle, mais c'était gratuit. Voilà. C'était pourquoi? C'était aussi parce que l'art africain traditionnel, il est collectif, gratuit et anonyme. Oui, l'art, sans aller en Afrique, l'art des chapiteaux romans que moi j'ai adoré dans ma jeunesse ne sont pas signés. Voilà. L'art chrétien, jamais on n'aurait signé une vierge. C'est aberrant. Je te suis complètement. Mais moi, je te dis africain parce que je suis sénégalais. Non, je sais bien. Enfin, demi-sénégalais. Demi, qu'est-ce qu'on peut être demi? Qu'est-ce qu'on peut être demi? Mais ce que vous avez dit est très vrai, il y a une dimension pédagogique et militante dans le Récupart. Voilà. Et ça, c'est vrai. Et ça, j'y vois, comme vous, une racine chrétienne, c'est-à-dire une volonté de ne pas entrer dans cette espèce de boursouflure de l'ego de l'artiste qui est devenu tératologique, monstrueux dans l'art contemporain. Depuis la Renaissance, mais surtout dans les époques récentes, on a fait de l'artiste une telle star monstrueuse qu'effectivement, je comprends qu'on toute sa vie, on tienne à s'éloigner de cette image du créateur. C'est insupportable. Je comprends parfaitement. Et quand ce petit groupe très producteur, puisque le Récupart, c'est quand même un art fulgurant qui laisse des traces très immédiates et nombreuses, il a fallu faire des expositions, on est entré dans les quartiers, on a incité les gens à faire du Récupart, etc. Et qu'on a vu l'école des arts décoratifs de Strasbourg afficher dans les dernières nouvelles d'Alsace que son programme de l'année prochaine allait inclure un atelier Récupart. Donc il récupérait le Récupart. Eh bien, il ne nous semblait pas possible qu'une institution récupère le mot, et uniquement le mot. Je comprends. Et le seul conseil qui nous ait été donné, c'est de déposer ce mot et de lui donner le titre de marque. Or, pour pouvoir le faire, ça ne peut être ni gratuit, ni anonyme, ni collectif. C'est individuel, c'est payant. Et j'ai donc... Et je paye encore le dépôt de la marque Récupart. Pourquoi? Pour défendre le caractère commercialisant de cette pratique. Je comprends. Si vous regardez, il paraît que, je ne connais pas, mais sur Internet, il y a des listes d'artistes qui font du Récupart. Mais des listes, paraît-il, très longues. Récupart. Tant mieux. Il y a des MJC, il y a des écoles, il y a des vacances, tant mieux. Mais si une boutique s'ouvrait à l'intituler Récupart pour commercialiser et exclusivement avec ce souci des créations et des œuvres qui émanent de cette effervescence joyeuse des créateurs, j'interviendrai juridiquement. C'est le seul. Alors, je ne suis jamais. Alors, jusqu'à présent, jamais. Parce que tu m'as jamais dit qu'il y a eu une boutique qui s'est ouverte. Je n'en connais pas. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je ne connais pas. Il y a les débrouilles dont on parlait. Oui, mais c'est pas du tout. Oui, d'accord. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi à chaque fois que vous voyez Récupart, il y a un petit R registered après. Voilà. C'est pas pour faire genre, mais ça fait partie de la démarche. Et alors, par rapport à ce que Jérôme Cotin a dit sur l'aspect partage. Et c'est en effet essentiel pour moi que l'Institut protestant de théologie ait offert à la fois ses jardins, une salle et un espace pour pouvoir convoquer tous ceux qui auraient souhaité
s'adonner à cette pratique, faire le test que la démiurgie qui les habite peut s'éveiller, à quelque âge que ce soit. Et donc, on a associé un atelier. Et dans la pratique normale, à Strasbourg par exemple, mais même après, dans toutes les villes où j'ai pu exposer, je créais un atelier de créativité citoyenne. Et pourquoi citoyenne? Parce que de mon point de vue, quand devant une mairie où vous exposez solennellement les œuvres que vous avez ici, par exemple, ou ce genre, et qu'on vous propose la place de la mairie pour pouvoir, sur les piquages forains, avoir de l'électricité, on installe 30 mètres cubes de ferraille et 6 arcs à souder, on arrive à fasciner les gens qui oublient même d'aller faire leur marché, qui entrent dans cette ronde fascinante de créer avec ces moyens assez spectaculaires, disons, contre le soi. Et ce n'est pas un one-man show, c'est une capacité possible de 10 heures où on ouvre la benne qui dégueule de la ferraille et à 5 heures où le maire vient inaugurer une exposition devant l'exposition. Ah ouais. Et ce mélange, je trouve qu'il est utile au fait que l'exposant ou l'exposé de la mairie ne peut pas se prendre pour un artiste puisque les autres ont fait la démonstration qu'ils le sont eux-mêmes. Donc voilà, moi je ne suis pas un artiste, je suis un créateur. C'est pas pareil. Oui. Comment échapper à Ambroise Monod dans le cadre du Récupart? Faut se sauver? Non, faut faire soi-même, faut faire soi-même. Jean-Marcel. Ce qui est tout à fait, moi je suis un peu de travail, mais surtout j'aimerais qu'on puisse filmer les gens qui regardent, parce que tous les gens sont heureux. Et c'est rare dans les expositions de voir des visages heureux. Oui, ça, je trouve ça assez juste. Quand on regarde le livre d'or, il en est presque banal tellement ça fait le même effet à tout le monde. C'est-à-dire que les gens ressortent et écrivent leur joie. Je me suis posé la question pourquoi est-ce que ça rend heureux, et il me semble que ça touche un des aspects que soulignait Jérôme sur l'aspect résurrectionnel. Cette bonne nouvelle évangélique que ce qui est rejeté par le monde, ce qui est pierre rejetée peut devenir pierre angulaire, que ce qui est dévalorisé peut avoir de la valeur. Et ça, le spectateur découvre ça, et j'ai l'impression que ça joue en miroir pour lui. Si je peux, moi, comme spectateur, avoir un regard positif, amusé, attendri sur un objet dévalorisé, peut-être est-ce que il peut y avoir un tel regard qui se pose sur moi. Oui, et ça, c'est l'évangile. On le voit à tous les âges, parce que quand il est venu exposer chez nous à Château-Thierry, il y a des écoles entières, puisque les écoles passaient, et tous les gosses étaient heureux. Et donc ça, c'est formidable. Enfin, c'est des choses que tu ne dis jamais, mais... Non, mais c'est parce que tu es là que tu peux le dire, c'est bien. Non, mais surtout, c'est pas un art conceptuel, c'est pas un art destroy, c'est un art biomorphe. Donc c'est quand même... Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure de collectif, et même tu croyais que je produisais collectivement. En fait, je passe plus de temps dans la solitude que dans le collectif. Parce que, pour moi, le Récupart, c'est une sorte de célébration de la création. Et quand je crée dans mon atelier bourguignon, en pleine nuit, etc., absolument dans le silence, etc., je suis mais vraiment très heureux de voir émerger comme ça de mon chaos personnel, intérieur comme physique, qui est dans mon atelier. Quand vous verrez mon atelier un jour, vous verrez ce que c'est comme chaos. Et de là naît une forme. Et le Récupart s'arrête là. Moi, j'ai terminé, je suis heureux, je recommence. Alors, je produis beaucoup, j'entasse, ça rouille et tout, mais peu importe, moi, j'ai fini. Et ensuite, c'est problématique de se montrer, c'est problématique de faire une exposition. C'est encore plus problématique de ne pas vendre et que des gens achètent. C'est problématique, on est dans des contradictions absolues qui sont revitalisantes, certes, évidemment. C'est intéressant d'être confronté à ces questionnements-là. Mais jamais une œuvre qui est là n'a été faite pour être vendue. Elle n'a jamais été faite pour être montrée. Elle n'a jamais été faite pour... Mais elles sont montrables, elles sont vendables, elles sont... Voilà, il faut faire très attention
à la façon dont on assure ce genre de relation. Mais je conclus que là-dessus, c'est qu'une exposition, et même compte tenu des prix de vente quand même, qui sont raisonnables, mais bon, mais même l'achat me laisse penser qu'il y a un partage joyeux de cette création, parce que ça va aller chez vous, et que c'est accessible financièrement, parce que ça commence très petit, hein, les prix. Bon, mais c'est accessible, et c'est un partage magnifique. Et depuis 3 semaines, je passe mon temps à rencontrer des gens assez prodigieux, très intéressés, très intéressants, qui ont des tas de projets. Voilà. Il y a une émulation qui n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu d'exposition. Donc je crois que la légitimité d'une exposition, c'est la rencontre des autres. Laurent ? Mais ce qu'a dit monsieur, l'effet sur les visiteurs, ça c'est un point commun énorme que tu as avec l'art brut, malgré toutes les différences qu'on pourrait souligner. C'est une démarche contagieuse. Dans les expos d'art brut qu'on a fait à la Halle Saint-Pierre, il y en a eu 2 ou 3 très grandes, l'effet sur les visiteurs était absolument fou, parce que la plupart des gens disaient « je rentre chez moi, j'ai envie à mon tour de me mettre à faire quelque chose », parce que ça n'est pas intimidant. D'abord, c'est fait avec des matériaux qui sont accessibles à tout le monde. Alors, vous parlez de résurrection, moi j'aime dire la rédemption du matériau. Vous voyez, moi qui ne suis pas spécialement radin, par exemple, je m'aperçois que je ne peux pas écrire autrement, par mes fiches pour cette intervention, qu'aux d'autres feuilles qui ont déjà servi. C'est pas que je sois incapable d'acheter une rame de papier, c'est parce que d'abord je trouve qu'on jette trop de papier, mais surtout, c'est parce qu'en général, au dos, il y a quoi ? Un relevé bancaire, un formulaire administratif. Quand j'étais prof, c'est horrible. Lettres qu'on reçoit des proviseurs ou autres. Donc, pouvoir au dos écrire ses propres fantaisies, son propre monde, de développer, c'est sauver de l'insupportable. Nous sommes doubles, nous sommes comme les deux faces de ce papier. Il y a la face sociale qui est insupportable, qui n'est pas créative, qui est une torture même d'une certaine façon. Et là, je suis libre. Et les gens de l'art brut, et toi sûrement c'est pareil, ils aiment travailler sur des matériaux qui ont vécu. Par exemple, il y avait un merveilleux autodidacte dans le Midi qui s'appelait Raymond Reynaud, et lui, il avait reconstitué une décharge publique, encore mieux que ton chaos à toi, dans son verger derrière chez lui. Il appelait ça ses grands magasins. Donc, il allait là-bas, on appelle ça les bordilles, il allait avec sa petite 4L ramasser des matériaux, mais des choses, des pourritures épouvantables, mais il les classait. Il y a les vieilles tôles, les souches brûlées, les choses comme ça. Et il disait, voilà, c'est ça ma source d'inspiration, tu comprends ça ? Très bien. Et il avait vraiment ces grands magasins. Alors il parlait avec l'accent du Midi, il disait, tu vois, je traverse juste le Sentier et je vais aux Galeries Lafayette. Il faisait des merveilles avec ça. Et donc ce matériau qui a vécu, il vous inspire aussi, parce qu'en effet, comme vous avez dit, sur un plan religieux ou théologique, on sauve le pauvre type qui est l'éclopé du bord des routes, quoi. Et on lui donne une seconde vie. C'est vrai que la création, c'est ça. Pourquoi dans le regard, il y a un processus de création également. De dire que l'objet qui nous est présenté, on le recrée nous-mêmes. Bien sûr. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas fini. Non, c'est vrai. Et il n'est peut-être pas encore fini à ce moment-là. Il a quelque chose à dire, en tout cas. Il est en route. Jean-Marcel. Je voulais dire quelque chose à monsieur. J'ai aussi connu le petit Pierre de la Coinche. Oui. Et ah oui. il faisait quelque chose, c'était formidable, mais c'était pas joyeux, c'était pas un homme joyeux. Même pas quand parce que quand il balançait de l'eau sur les gens, c'était extrêmement agressif. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il essayait de voir les choses dans l'actualité. Par exemple, il avait essayé de faire le TGV, Bien il sûr. avait essayé de rester quand même dans le temps. Mais vous savez pourquoi ? Alors, attendez, je finis. Oui. Et tandis que notre ami, c'est au-delà du temps. Oui. C'est vraiment un travail magnifique parce que c'est là. Alors que le petit Pierre, il était fermé tellement. Ah mais vous l'avez connu, donc vous savez à quel point il était handicapé. Oui, tout à fait. Et son frère était un jeune ingénieur en aéronautique et l'emmenait une fois par an visiter une prouesse industrielle. Alors il l'emmenait à Marcoule, où il l'emmenait voir la construction des super frelons. Vous connaissez tout ça. Donc il faisait des maquettes qu'il avait vues, il photographiait la chose et avec ses matériaux pauvres, il fabriquait comme un jouet d'enfant une réplique de ce qu'il avait vu. Par exemple à Biscarrosse, un puits à pétrole. Mais le degré de souffrance d'un homme, puisque vous l'avez connu, n'est pas comparable avec aucun d'entre nous, je pense ici, enfin j'en sais rien. Mais c'est parce que son... d'Aloïse aussi, oui. le très beau film joué par Delphine Seyrig, oui. Je veux dire, explique aussi ça, oui. si vous voulez, mais c'est un enfermement autre. Ah bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Je veux dire que ça n'a rien à voir avec en moi ce qui lui non, c'est ce que dégage tellement l'amour du prochain. Oui. Oui, enfin ça, je ne me permettrai pas de dire que... Non, je ne me permettrai pas de dire que ces pauvres petits pierrots ne dégagent pas l'amour du prochain. Ça, qui dégageait oui. C'était quelqu'un et par son aspect oui. qui mettait mal à l'aise, et
était extrêmement agressif avec le... Moi, je l'emmenais au restaurant et non seulement il me mettait pas mal à l'aise, mais au bout de 3 secondes, j'avais oublié son infirmité, qui était Dieu sait spectaculaire, et il émanait de lui une douceur et un sens poétique tel que jamais il ne me viendrait à l'idée de dire... Voilà. Et moi, j'ai entendu des gens sortir en disant c'est un génie et muet de stupéfaction d'avoir visité son lieu et émerveillé. Donc là, je ne vous suis pas tout à fait, monsieur. Oui, mais on n'a pas eu les mêmes rapports. Non, sûrement non. D'autres questions, remarques? Madame? Il y a un silence là. On attendait la question de la dame. On a été très masculin dans nos interventions ce soir. Vous nous pardonnerez, la brochette là, est assez genrée. Sinon, c'est pas la peine de jouer la montre. Hein. Ah ben, on joue pas à la montre. Est-ce que Picasso avait vu ce que vous faisiez ou pas? Est-ce qu'il avait vu de vos œuvres il y a 30 ans, 40 ans? Non, il aurait dû, mais il n'a pas participer à un atelier. On fréquentait pas les mêmes cercles, je pense. Mais vous savez, il n'y a pas que Picasso qui n'a pas vu ce que je fais. À part tous les gens qui ont bien voulu se diriger vers ce lieu. Pardon? Et vous avez aussi vu ce que Picasso faisait? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais je reviens sur ce que vous dites, Picasso, j'ai parlé surréaliste, on a parlé tout à l'heure d'un peu de datation par rapport au récupère. Je continue à penser et à dire que le récupère, d'abord personne ne l'a inventé, c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas une association, il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire général, de trésorier, etc. Bien sûr, c'est quand même un vent de l'inspiration qui s'appelle comme ça, et le mot n'a pas beaucoup de sens, mais c'est néolithique. C'est-à-dire que c'est la continuation de la cueillette ancestrale. Et c'est ça notre chance. Et quand on me dit, est-ce que je peux m'inscrire? Je dis non, parce qu'on est plusieurs millions, c'est complet. C'est complet maintenant. Il y a toute l'Afrique, toute l'Asie, tous les pays en voie d'émergence qui font du récupération dans d'autres conditions. Nous, on a un esprit plus ludique, plus esthétisant, plus calme, mais on n'est pas dans la nécessité d'un certain nombre de pays où la récupération et la cueillette est un mode de la survie. Est-ce que vous croyez que quand les enfants mettent par exemple des cerises là, c'est pas du récupération aussi alors Oui. Non, mais c'est la cueillette en tout cas, c'est la cueillette. Voilà. Mais alors, ça veut dire aussi que pour faire du récupération, etc., en tout cas, je crois vraiment qu'il faut exercer le regard. Je crois que c'est pas les mains dans les poches en regardant comme ça qu'on va faire du récupération. C'est en partant d'ici, fait nuit, mais de regarder les caniveaux, de regarder les poubelles du matin, de regarder ce qui dépasse, de regarder dans sa cuisine les emballages, de ne choisir les boîtes de conserve qu'en fonction de la couleur, et de bien les glaver pour les garder, d'en faire quelque chose, etc. C'est ça, c'est une démarche où l'œil s'exerce. Et avec le temps, je vous assure que moi, quand je suis sur j'ai connu les décharges magnifiques, j'ai fait des stages pour les gens sur les décharges, où on allait récupérer des éléments pour reconstruire des biographies inventées, puisqu'on ramassait un bout de papier, un bout de ceci, et après on faisait des tableaux de reconstitution de vie émanant de la décharge. Il n'y en a plus, il n'y a plus de décharge. Il n'y a que des déchetteries et des ressourceries. Oui, c'est voilà. ça. Maintenant, c'est fini. Elles sont closes. Mais elles sont closes. On ne peut pas les piquer. Non, Madame, plus loin. C'est même illégal. Mais moi, je pense qu'il faut quand même, parce que j'ai pas le temps, il faut quand même un côté artiste. Et comme on va se parler de créateur, parce que bon, on a beau dire tout le monde peut le faire, ok, avec des bouteilles, avec des choses, mais quand même, il y a une patte, on te donne une tôle, on te donne des morceaux, tu soudes et ça sort quelque chose. Même si tout le monde peut le faire, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même un côté artiste, quelque chose. On peut assembler, mais on n'aura pas le côté artiste. Parce que je trouve extraordinaire. Puis pourquoi notre exposition est gay? C'est parce que quand on voit l'objet, on dit c'est beau, on s'amuse. Et après, on se dit mais comment elle a été faite? Comment elle est faite? Moi, j'ai visité avec mes petits-enfants. La seule chose qu'ils regardaient, c'est ça représente été fait avec ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux choses. À la fois, on voit l'objet, la beauté, ensuite comment elle est constituée. Et la deuxième chose, il y a un côté artiste qui fait qu'il faut aussi arriver à créer
un objet et un bel objet. Et quand on parle d'un certain nombre de personnes d'art brut, tout le monde ne peut quand même pas faire vraiment de l'art brut. Est-ce que je ne sais plus si vous étiez là le dimanche dernier? Non, j'ai pas pu venir. Oui. Dimanche dernier, il y avait une centaine de personnes dans le deuxième jardin qu'on avait invité à passer à l'acte. Eh bien, je crois que j'ai encore quelques photos, etc. On s'est trouvé devant une production complètement étonnante de réalisation. Évidemment, on voyait bien des hésitations, des choses comme ça. Mais alors, ça y allait de bon cœur. Hein, et ça n'était pas destiné ni à être beau, ni à être laid, ni à être jugé. C'était le moment vécu d'un plaisir créatif. Et c'est pour ça que je fais cette différence entre les créateurs et les artistes. C'est que je crois que les créateurs, ils ont besoin de trois choses. L'inspiration, ou l'esprit, l'inspiration, l'outil et la matière. Le premier outil étant la main. Et que les artistes sont tous des créateurs, mais ils ont une vocation ou une intention d'avoir un rapport social et si possible économique avec un regardeur. Quelqu'un qui va estimer que c'est de l'art ou pas de l'art, que c'est beau, que c'est laid. Enfin, le jugement viendra de là. Alors que dans le monde de la création, on est seul devant l'intention de refaire le monde, et de ne pas accepter le monde tel qu'il s'impose. C'est pour ça que l'art, c'est un anti-destin. C'est fait pour ça. Je dirais, on me donne des poils. T'en fais pas un envol. Madame. J'ai une question un peu plus générale pour Laurent Danchin. Tout à l'heure, vous avez dit, concernant les artistes d'art brut, vous les avez définis en disant qu'ils n'avaient pas de formation, c'était des artistes qui n'avaient pas de formation artistique, et qui avaient une grande poésie en eux, et qui proposaient, la matière qu'ils utilisaient, une proposition artistique. Et comment nommez-vous les artistes qui ont une formation, qui ont une grande poésie en eux et qui font de l'art brut? Alors en ce moment, il y a un marché de l'art brut, vous savez, qui se développe énormément. Alors ça fausse énormément les choses, puisqu'il y a maintenant une foire annuelle de l'art brut, elle vient d'avoir lieu la semaine dernière, organisée par une grande galerie de New York. Et donc, évidemment, il y a un enjeu de pouvoir maintenant, de reconnaissance sociale, les médias. Par exemple, au musée de la Halle Saint-Pierre, où j'ai beaucoup travaillé, organisé de grandes expos, à l'origine, en 1995, on avait 0 presse, par exemple. Aujourd'hui, les mêmes journalistes qui tenaient pour absolument négligeable cet art des inconnus, des autodidactes et des gens qui ne sont pas passés par l'ENA ou par Normal Sup, n'écrivaient rien sur ces gens-là. Aujourd'hui, au contraire, ils se les arrachent. C'est très tendance, l'art brut, aujourd'hui. Mais c'est pas ma question. Non. La question, c'est qu'il existe aujourd'hui des artistes qui font un travail qu'on peut assimiler à l'art brut et à l'art singulier, et qui, eux-mêmes, ont une culture, viennent d'un parcours de culture, et qu'ils ont peut-être oui, il y en a beaucoup. mis de côté. Oui, il y en a beaucoup. Et se sont tournés vers une expression Alors, plus immédiate. C'est difficile de parler en général parce qu'il faudrait prendre des cas particuliers, parce que l'art relève de l'exception et de la singularité. L'art intéressant pour moi, c'est toujours une exception. C'est sociologiquement non significatif. Je veux dire, par exemple, le facteur cheval ne vous apprend rien sur la sociologie des facteurs ruraux de la fin du 19e siècle. Il est trop à part. Vous voyez ce que je veux dire? Un créateur, c'est quelqu'un qui ne relève pas de la sociologie. C'est une exception. Dans sa famille d'abord, où il est souvent le mouton noir, et ensuite dans sa classe sociale ou son époque. Donc il y a actuellement effectivement une catégorie de gens que j'appelle moi parfois, à défaut d'un autre mot, des autodidactes sophistiqués. Alors il faudrait donner des exemples, il faudrait donner des exemples précis. J'ai fait une exposition il y a quelques années à la Halle Saint-Pierre qui s'appelait Civilisation imaginaire, et j'avais groupé 5 artistes qui ne se connaissaient pas, d'ailleurs de nationalités différentes, par hasard d'ailleurs, mais qui tous avaient un point commun qui me semblait très propre à une tournure que prend la création à notre époque maintenant, fin du XXe siècle, début XXIe, c'est au lieu de rêver d'une société du futur de type science-fiction, rêve qui continue à exister, comme nous sommes, à mon avis, entrés dans la science-fiction avec le numérique, et on ne s'en étonne pas beaucoup, mais on est véritablement dans l'étonnant en ce moment avec le numérique, et c'est pas fini. Donc, un nouveau thème de rêverie pour beaucoup d'artistes, et c'est ceux que j'avais regroupés dans Civilisation imaginaire, c'est au contraire d'imaginer des fausses sociétés primitives
comme si elles avaient réellement existé avec leur écriture, leur matériel rituel, des matériaux tirés souvent de la nature, etc. Parce que ces sociétés primitives, bientôt, auront totalement disparu. Elles sont en train de disparaître sous nos yeux, comme le monde agricole traditionnel a disparu. Moi, j'ai 70 ans pratiquement. J'ai vu mourir la civilisation agricole. C'est quand même très particulier à notre époque. En l'espace de 50 ans, on a vu un changement de civilisation. Et ça, je vous défie de trouver une autre période de l'histoire, même la Renaissance, pour avoir vu une mutation aussi considérable. Un vrai changement, pas seulement de culture, de civilisation. Et d'ailleurs, je suis très frappé quand je vois des gens souder des outils, comme tu le fais, etc. Il y a beaucoup de créateurs travaillant avec des outils agricoles. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, dans les années 50-60, où on trouvait aux puces couramment les vieux outils, pour pas très cher d'ailleurs, mais c'était les reliques d'un monde en train de disparaître, avec, à quoi il faut ajouter, les restes aussi de la première civilisation industrielle, celle de ces grandes usines de métallurgie, etc. Tout ça est allé au rebut. Et ce sont les débris de cette civilisation agricole et de la première révolution industrielle qui est devenue matériau pour une génération d'artistes. Et ça se comprend parce qu'au fond, ce sont les ruines d'un monde qui était en train de disparaître. Et ça, je crois qu'on ne mesure pas, chacun d'entre nous, parce que c'est presque schizophrénique, à quel point on est pris dans cette extraordinaire rupture de civilisation à tous les niveaux. Et donc, il y a un certain nombre d'artistes, j'avais constaté, il y en a de plus en plus, qui rêvent, eux, d'une société primitive qui n'existera jamais plus. Alors que vous avez George Lucas au cinéma, ou bien dans les années 50, tous les auteurs de science-fiction qui, eux, rêvaient de ces civilisations où on aurait des tapis volants, où on pourrait se transporter, se téléporter. Mais aujourd'hui, on y est là-dedans. Quand vous avez simplement Skype chez vous, je m'excuse, on devrait s'étonner davantage de ce qu'on peut faire avec un smartphone. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé, je prépare une exposition, j'ai travaillé avec 4 personnes qui sont dans 4 villes différentes. On a échangé des textes, des photos, etc. C'était impensable il y a 15 ans. On travaille en duplex, en triplex, sans être physiquement présent, avec des gens qui veulent être aussi bien à l'autre bout de la planète. On est dans la science-fiction en ce moment. Et donc il y a un imaginaire particulier qui se démode, et au profit d'un autre imaginaire. Et mon exposition Civilisation imaginaire, c'était des artistes sophistiqués, autodidactes, mais qui avaient cet imaginaire, donc qui ne se disaient pas art brut, parce qu'ils avaient quand même certaines connaissances artistiques, et surtout un niveau de culture. Mais en effet, ils étaient un peu inclassables. Il y en a beaucoup d'artistes, vous avez raison, beaucoup d'artistes comme ça. Si je peux me permettre, est-ce que ce que dit Madame, c'est pas aussi lié à l'arte povera? On en a un peu parlé, mais comment vous situez ça? Parce qu'il y a eu, donc c'est l'année dernière à Bâle, donc une grande exposition arte povera. Alors c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire des tas de charbon, etc., qui sont dans un cadre muséographique. Alors là, on est en plein paradoxe. Mais là, je dirais, pour remonter à quelque chose de plus général, et Ambroise l'a dit tout à l'heure, ce qu'il fait, c'est pas un art conceptuel. Moi, je pense qu'il y a 2 approches de l'art, et qu'aujourd'hui, la théorie officielle de l'art, mais qu'elle bat de l'aile en ce moment, mais celle qu'on enseigne encore dans les écoles d'art que je connais bien, et dans les départements universitaires, c'est une approche analytique, philosophique, théorique de la création, qui repose sur l'idée d'un concept. On illustre un concept, et puis c'est ça la création. C'est un art d'ingénieur, de technicien, etc. Les vrais créateurs, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Ambroise, ne savent pas toujours pourquoi ils font les choses. C'est quelque chose de beaucoup plus inconscient et beaucoup plus instinctif. Et donc il y a une approche instinctive de la création, je crois que c'est la seule qui est vraie. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'instinct créateur », parce que ça paraît évident que c'est le point commun de ces gens qui, contre vents et marées, font des choses même en ayant le monde entier contre eux, mais ils éprouvent le besoin de le faire. C'est pas un concept. Et je ne crois pas à cette philosophie de l'art qu'on enseigne encore, et c'est la philosophie analytique américaine qui a lancé ça, surtout en France, parce que les Français sont snobs et aiment toujours ce qui vient de l'étranger. Vous savez, j'appelle ça le 22 Asnières. Si vous êtes reconnu à New York, c'est formidable à Paris. Mais on ne s'intéresse pas à celui qui est dans le 15e arrondissement. Non, c'est dans le 14e. Ni dans le 14e, voilà. Et donc je ne crois pas à cette approche conceptuelle, c'est pas comme ça la création. La création a quelque chose de beaucoup plus obscur. De même, je veux bien qu'on dise qu'il y a un côté ludique dans la création, c'est vrai, mais alors moi je me réfère souvent à ce livre qui a été un classique pour l'histoire de l'art brut, qui s'appelle Expression de la folie du Dr. Prinzhorn, qui est un livre paru dans les années 20, parce qu'il avait analysé les œuvres des fous, et lui cherchait à faire une typologie de la création. Et il avait défini 6 pulsions fondamentales créatives. Je vais vous les dire dans le désordre, l'ordre n'importe pas. La première de toutes, c'était le besoin de créer. Et ça, je l'ai constaté, moi, dans ma vie. J'avais, par exemple, quand j'étais prof à Nanterre, un collègue qui était un prof de philo, 10 fois plus cultivé que moi, parlant beaucoup mieux, d'une finesse incroyable. Moi, je lui racontais souvent, en prenant un pot avec lui, ma vie, etc. Il reprenait le moindre épisode de ma vie tellement mieux que je lui disais toujours, mais
pourquoi tu ne te mets pas à écrire? Moi j'écris parce que j'ai une espèce de maladie, mais j'écris mal, je fais de mon mieux, j'essaye de dire au mieux, mais lui il le disait tellement mieux. Et il m'a répondu, je n'en éprouve pas le besoin. Et ça c'est pour moi le grand mystère. Pourquoi l'un a le besoin de, moi j'appelle ça faire des trucs, et j'aime bien que tu parles des mains, et l'autre n'a pas ce besoin. Ça, vous ne pourrez pas l'expliquer. Les psychologues allemands et anthropologues des années 20 appelaient ça la volonté d'expression. Willen zum Ausdruck. Morgenthaler, le psychiatre de Wölfli. Un autre disait Ausdrucksbedürfnis, besoin d'expression. Et ça, c'est vraiment la première pulsion de base de la création. Ça ne s'explique pas. Dans une famille, moi j'étais une famille de 5 enfants, il y en avait 4 qui n'avaient pas ce truc-là, et le 5e qui l'avait. D'où ça vient? Est-ce qu'on peut le dire? Je ne sais pas. Alors il faudra aller vite sur les 5 autres pulsions. Très vite, très vite. On n'aura pas le temps de voir le très vite, très vite. L'une, c'est pulsion de mimétisme, c'est-à-dire la tendance à vouloir copier. C'est par exemple, vous voulez faire le paysage qui est devant votre fenêtre. La deuxième, enfin peu importe l'ordre, la parure, ornementée, peindre les volets de sa ferme quand on est en Roumanie, se faire des habits brodés, etc. quand on est à l'asile. Troisième pulsion, c'est la pulsion symbolique, faire des dessins ou des sculptures dont chaque détail a une signification symbolique particulière. Et puis il y en a une qu'il appelait la pulsion de jeu, c'est-à-dire ce que vous avez appelé la gratuité. Mais je crois que la création ne peut pas se réduire à sa dimension ludique. La dimension ludique est une des dimensions de la création, mais ce n'est pas la seule. Or, dans l'art contemporain, on nous fait croire que l'art n'est qu'un jeu, et un jeu intellectuel. Ça, je n'y crois pas. Voilà. C'est beaucoup plus obscur que ça. De même, il ne suffit pas de dire « je suis un artiste », on est artiste malgré soi, et très souvent, à son corps défendant, on aimerait bien être quelqu'un de normal. Merci. Peut-être est-ce que on va arrêter arbitrairement. D'ailleurs, vous noterez que Laurent Danchin finit un petit peu comme le manifeste du Récupart qui décline chacune des lettres du Récupart avec un petit slogan. Pour art, il y a mot curieusement masculin peut tout désigner. C'est magnifique. Mot curieusement masculin peut tout désigner. C'est l'art à l'état gazeux de Michaud. Alors, je vous présente le film. Alors, je vous invite à reprendre place. Donc, nous allons regarder pendant 15 minutes seulement. Non, on arrête les questions, sinon on ne pourra pas regarder le film. Et j'avais visité une expo de sculpteurs. Tu fais attention, Oui. Il est mort, chacun sert d'équipement en inhalant Oui. tous les outils qu'on utilise pour la soudure et autres. Il est même mort de son art. Quelqu'un qui est mort de son art en Soudan. Donc vous avez retiré Ambroise. Le petit film que nous allons vous montrer a avant tout un caractère historique. Il dure 15 minutes. Ne vous inquiétez pas, il dure 15 minutes. C'est donc une partie de l'émission, je ne sais pas si elle s'appelait à l'époque comme ça, Présence protestante, des religieuses, vous savez, du dimanche matin sur Antenne 2 aujourd'hui, mais à l'époque c'était l'ORTF, et c'est très très daté, vous verrez même dans la façon d'interviewer, mais c'est la découverte étonnée et amusée de, comment il s'appelait Gosselin? Marcel Gosselin. C'est Jean Gabriès qui fait l'interview. Et Jean Gabriès, voilà. Donc Gosselin a dû demander cette émission-là, et Jean Gabriès a été rencontrer ce pasteur bizarre à Strasbourg. Est-ce que, Alain, tu pourrais éteindre les lumières? On vous a tout laissé. Le bracelet d'une fourchette, le collier d'un contacteur, la ceinture une pièce d'horlogerie, et le hibou, une souche de bambou. Bien, écoutez, merci de votre présence. Vous pouvez encore, dans les minutes qui viennent, visiter l'exposition, discuter avec nos intervenants, Jérôme Cotin, Laurent Danchin, Ambroise Monod et aussi Alain Gaillan, qui ne s'est pas exprimé ici, mais qui a des œuvres. Voilà, merci. Ah oui, donc ceux qui aimeraient
rapporter des éléments autour du Récupart. On a fait une sélection là. Un livre des éditions RM, Ambroise Monod, le Récupart, qui est assez complet autour du Récupart, qui n'est pas le catalogue de l'exposition. Un petit livret qui reprend des photos pleine page et des aphorismes que vous trouvez dans l'exposition, que nous avons choisi avec les artistes. Je vous recommande un numéro de la revue Foi et Vie, consacré à protestantisme et art contemporain, qui a été dirigé par Jérôme Cotin, et dans lequel il y a des articles de lui, mais aussi une présentation du manifeste par Ambroise Monod. Et puis vous avez aussi un livret qui présente Alain Gaillan avec sa casquette de lissier de Haute-Lys. Voilà, merci bien, bonsoir, bon retour, bonne visite de l'exposition.